Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'auto-entrepreneuriat et notamment des bons conseils pour démarrer votre activité. Donc nous avons 1 heure. Moi, je suis Monique Santaï, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs et je serai accompagnée de Alban qui va se présenter. Oui, alors je suis Alban Lambert, je suis chargé de la relation aux cotisants à l'URSSAF Île-de-France. Voilà, donc nous sommes à 2 voix pour vous essayer de vous donner en 1 heure de temps un maximum d'informations. Je vous remercierai de couper vos micros pour pas qu'il y ait d'interférence pendant qu'on va vous présenter les choses. Et puis ensuite, on aura un bon quart d'heure pour pouvoir répondre à toutes vos questions, évidemment. Notez-les au fur et à mesure. Et on essaiera de vous répondre à 100% à toutes vos interrogations. Alors, de quoi allons-nous vous parler? D'abord, on va vous présenter les missions de l'UAE et de l'URSSAF. Ensuite, on va parler des conditions et des principes de l'auto-entrepreneuriat. Ensuite, on parlera de l'aide à la création d'entreprises, l'ACRE. Ensuite, on rentrera dans le sujet du calcul des cotisations et des impôts. Puis, nous parlerons des modalités de déclaration et de paiement des cotisations sociales et fiscales, le cas échéant. Ensuite, on parlera de la protection sociale et de vos interlocuteurs en termes de protection sociale, santé, retraite et famille. Ensuite, on parlera de modalités de sortie du dispositif de l'auto-entrepreneuriat. Et puis, pour finir, on vous parlera des services en ligne de l'Union des auto-entrepreneurs et des services en ligne de l'URSSAF. Alors, moi, je voudrais faire un petit point sur l'arrivée du régime de l'auto-entrepreneur, puisque ça a été créé en 2009, c'est arrivé en France en 2009, ça fait bientôt 14 ans. C'est un régime qui a été créé à l'initiative du gouvernement de l'époque. C'était la ministre de l'économie qui était Christine Lagarde, avec le secrétaire d'État aux entreprises qui était Hervé Novelli. Et ça a été créé à partir d'un rapport qui a été établi par François Hurel, qui s'est inspiré de plusieurs pays, en Australie, en Argentine et au Canada, dans les années 2007-2008, pour voir qu'est-ce qui existait là-bas en termes de facilité d'entrepreneuriat pour favoriser l'entrepreneuriat individuel. Donc, il est revenu de là-bas et a créé donc cet auto-entrepreneuriat avec 3 vertus qui sont notamment le fait que ce soit cumulable avec d'autres situations ou d'autres statuts, le fait que la simplicité d'inscription et de déclaration soit nouvelle. C'était la première fois qu'on pouvait faire une déclaration d'activité en ligne et gratuite. Et je le rappelle, c'est toujours gratuit. Et c'est universel aussi et accessible à tous puisqu'on peut créer une auto-entreprise à partir de 16 ans et jusqu'à pas d'âge. Nous, à l'UAE, le plus ancien créateur que nous ayons a 80 ans. Voilà. Je rappelle aussi que quand on crée son activité, on a certaines motivations à créer et notamment celle de l'indépendance, ce qui veut dire qu'on reste libre de fixer soi-même ses horaires, ses prix, ses outils de travail, ses prestations et ses valeurs. Donc, il y a un petit point de sémantique. En fait, on parle d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, tant l'URSSAF que l'Union des auto-entrepreneurs, on emploie le mot d'auto-entrepreneur puisque auto-entrepreneur, le terme auto signifie l'autonomie. Dans d'autres pays, comme l'Espagne, c'est autonomus, ou comme au Québec, c'est le travailleur autonome. En fait, c'est l'appellation. Donc, on est assez attaché à cette appellation, mais il faut savoir que vous lirez aussi micro-entrepreneur, qui est le terme utilisé, par exemple, lorsque vous discuterez avec le service des impôts, il parle de micro-entrepreneur plus facilement. Et vous trouverez dans les tas de contenus, parfois micro-entrepreneur, parfois auto-entrepreneur, parfois les deux. Il faut savoir que c'est la même chose. Ce ne sont pas des régimes ou des statuts différents. C'est le même terme, en fait, sauf que historiquement, c'est comme le mot frigidaire. On dit tous qu'on a un frigo dans sa cuisine. Mais le mot auto-entrepreneur, c'est le mot d'origine. Voilà, donc les Français sont plus friands de ce mot-là. C'est le mot qui est le plus usité, en fait, dans les discussions. Mais en tout cas, vous êtes entrepreneur individuel, travailleur indépendant. Vous êtes aussi considéré dans les TPE, très petites entreprises, et donc aussi en tant que micro-entreprise avec un tiret au milieu. Alors, les missions de l'Union des auto-entrepreneurs. Donc, cette association a été fondée et présidée par François Hurel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a donc initié ce régime de l'auto-entrepreneur en France. On a 3 missions principales, c'est la défense et la promotion du régime de l'auto-entrepreneur. On a mis en place un accompagnement bienveillant, et j'insiste sur le mot bienveillant, avec une formation initiale à l'auto-entrepreneuriat qui vous est délivrée dès votre adhésion à l'UAE.
Et puis, la rencontre d'une communauté d'auto-entrepreneurs avec qui vous pouvez échanger via l'UAE, que ce soit dans votre territoire ou que ce soit par métier. En fait, voilà, c'est un réseau qui est d'une manière très active présent auprès des créateurs d'entreprises, ceux qui ont un projet, et auprès des auto-entrepreneurs déjà installés et ceux qui grandissent. Et la devise de l'UAE, c'est l'essentiel est votre projet et votre réussite est notre priorité. À toi, Alban. Alors, en ce qui concerne les missions de l'URSSAF, il y a aussi trois missions principales. Donc, tout d'abord, l'accompagnement des employeurs et des entrepreneurs, alors qui commence avant même l'immatriculation d'une entreprise, hein, comme on le fait aujourd'hui auprès de porteurs de projets comme vous, et qui va continuer tout au long de la vie de l'entreprise, où l'URSSAF eh bien, sera à la disposition des entrepreneurs et des employeurs pour répondre à leurs questions ou les aider dans leurs difficultés. Ensuite, et c'est la mission principale de l'URSSAF, c'est assurer le financement de la protection sociale en France, c'est-à-dire le recouvrement des cotisations obligatoires pour les employeurs et les entrepreneurs, et le reversement de ces cotisations auprès des organismes de protection sociale qui versent les prestations, à savoir les caisses de retraite, de santé ou d'allocation familiale. Il faut aussi noter que ce reversement se fait en moins d'une journée, en quelques heures. Donc, le lien entre les cotisations et les prestations est excessivement rapide. Et puis enfin, c'est garantir les droits sociaux, l'équité entre les acteurs économiques. Alors, ça passe entre autres par des contrôles, eh bien, pour vérifier si les acteurs économiques respectent bien leurs obligations sur le volet social. Voilà. Alors, les conditions et les principes de ce régime de l'auto-entrepreneur. Tout d'abord, c'est une entreprise individuelle. Lorsque vous entreprenez sous le régime de l'auto-entrepreneur, vous êtes un entrepreneur individuel, une personne physique. Donc, vous entreprenez sous un régime fiscal simplifié, fiscal et social, de la micro-entreprise. Le chiffre d'affaires, pour rester dans cette simplicité du régime, doit, selon les chiffres actuels à 2022, ils évolueront au début 2023, mais pour l'instant, on n'a pas encore la certitude du montant exact. Donc, pour l'instant, on vous donne les chiffres de 2022. 176 200 € pour tout ce qui concerne la vente de marchandises, de denrées, à emporter, en consommer sur place, la fourniture de logements, tourisme classé et chambre d'hôtes, sauf meublé. Le meublé relève du seuil qui est en dessous de 72 600. Donc, 72 600, c'est pour tout ce qui concerne les prestations de services, c'est-à-dire le temps que vous passez pour réaliser un travail. Donc, relevant de la catégorie, ce qu'on appelle les BIC, ce sont les bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire par exemple tout ce qui relève de l'artisanat ou du commerce. Et les bénéfices non commerciaux, vous trouverez ces termes dans votre vie d'entrepreneur. BNC, c'est pour tout ce qui va concerner les professions, par exemple, libérales, qu'elles soient réglementées ou pas d'ailleurs, c'est BNC. Et ce qu'on appelle les professions libérales non réglementées, ce sont toutes celles qui ne sont pas donc, du commerce ou de l'artisanat. Et celles qui relèvent de la CIPAB, elles ont une petite particularité, elles sont ce qu'on appelle réglementées au sens de leur cotisation à l'assurance vie retraite auprès de la CIPAB. Donc ça, Alban vous expliquera ça tout à l'heure. Ces chiffres d'affaires, c'est pour une année entière civile. Attention, si vous entreprenez demain matin, ça ne sera évidemment pas, vous ne pourrez pas rester sous le régime de l'auto-entrepreneur si vous signez un contrat pour 20 000 €. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle au prorata temporis, donc c'est proratisé en fonction de votre début d'année. Donc, si par exemple, vous entreprenez l'année prochaine au mois de juillet, le 1er juillet, ce sera la moitié de ces seuils-là. Il faut savoir que donc, vous n'êtes pas, vous êtes en franchise de base de TVA jusqu'à un certain montant, c'est-à-dire les montants qui sont précisés en dessous, c'est-à-dire 94 300 € pour ce qui concerne la vente ou 36 500 € pour ce qui concerne les prestations de services. Ce qui veut dire que dès que vous êtes à 94 301 € pour la vente ou 36 501 € pour la prestation de service, vous êtes à ce moment-là, vous devez facturer la TVA, la préciser sur vos factures et donc vous la récupérez aussi sur certains de vos achats. Évidemment, alors c'est pas simple hein, cette histoire de TVA, on l'explique dans la formation qui est délivrée à l'UAE et c'est vraiment nécessaire, même si vous n'êtes pas concerné au départ, il faut comprendre comment fonctionne la TVA. C'est juste à savoir, c'est comme le vélo, une fois que vous l'aurez compris, vous n'aurez plus besoin d'y revenir, vous le saurez. Mais il faut le savoir même si on n'est pas concerné au début. Aucune possibilité sous l'auto-entrepreneuriat de ce qu'on appelle déduire des charges ou des frais.
Alors, la déduction des charges et des frais, ce n'est pas non plus quelque chose c'est pas miraculeux, hein. C'est un mode de calcul. En tout cas, en auto-entrepreneuriat, vous avez un abattement sur votre chiffre d'affaires qui correspond à un abattement forfaitaire qui vous permet à peu près, par exemple, sur une prestation en libéral, de compenser à peu près 12% de frais ou de charges que vous auriez fixes dans votre activité. Vous ne pouvez pas non plus amortir de matériel, puisque en auto-entrepreneuriat, il n'y a pas de comptabilité d'engagement, c'est une comptabilité, ce qu'on appelle de trésorerie, c'est-à-dire recettes et dépenses. Donc, on n'amortit pas de matériel quand on est sous cette activité, sous ce régime. Alors, les formalités, à partir du 1er janvier 2023, toutes les entreprises, quel que soit leur statut, quel que soit leur régime, auront enfin, il y aura un guichet unique qui est géré par l'INPI. L'INPI, c'est l'Institut national de la propriété industrielle qui s'occupe par exemple des marques. Lorsque vous déposez votre marque commerciale, c'est auprès de l'INPI. Donc, dans ce guichet unique, vous y retrouverez maintenant les formalités concernant la création, la modification ou la radiation d'une entreprise. Donc, vous avez l'adresse qui est là, l'URL. Attention à ne pas aller sur n'importe quel site. Faites vraiment attention, il y a beaucoup d'arnaques sur le web, donc il faut vraiment noter les URL et les enregistrer. Il y a des façons de faire pour avoir un marque-page. Vous enregistrez le site de l'URSSAF, vous enregistrez le site des formalités des entreprises, vous enregistrez le site de l'UAE, vous enregistrez les sites qui sont les sites importants, légaux, et qui vous donnent la bonne information. De telle sorte que vous ne retournez pas sur le moteur de recherche pour aller chercher le fameux site parce que vous tomberez forcément sur une arnaque. Donc, véritablement, il faut avoir une certaine rigueur quand vous entreprenez pour faire moi j'appelle ça une playlist. On sait tous faire des playlists de musique pour retrouver facilement les morceaux de musique qu'on a envie d'écouter tout de suite. Mais il faut appliquer la même règle pour tout ce qui va concerner les lieux où vous devez vous rendre régulièrement pour aller soit déclarer, payer vos cotisations, modifier quelque chose dans une entreprise, poser une question. Voilà, c'est véritablement très, très important et j'insiste vraiment sur ce point. Donc là, vous Je pourrais retrouvez ça. rajouter que si on vous demande de payer pour une formalité, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, puisque les formalités, tu l'as dit, Monique, sont gratuites pour les auto-entrepreneurs. Donc déjà, ça, c'est un repère pour vous dire est-ce que je suis au bon endroit ou pas pour les Voilà. formalités. Et souvent, je pense qu'Alban, toi aussi, tu le rencontres, c'est-à-dire que les personnes remplissent sur un site sans regarder ce que c'est, remplissent le formulaire et arrivés en bas, on leur demande 59 € en général. Je ne sais pas pourquoi c'est 59 €. Et ben voilà, c'est une arnaque. Alors, soit on me dit, ah oui, mais j'avais tout rempli. Oui, mais non, en fait, parce que le document n'arrivera jamais à l'INSEE pour créer votre entreprise. Ce sont des arnaques. Donc, vraiment, vous ne mettez pas votre carte bleue dans quoi que ce soit en ce qui concerne les formalités que vous avez à réaliser en auto-entrepreneur. C'est gratuit. Alors, toujours dans les grands principes de l'auto-entreprise, mais là, on va attaquer le volet social, eh bien, c'est le calcul et le paiement de cotisations sur une base qui va être un pourcentage forfaitaire du chiffre d'affaires. Alors, ce calcul et ce paiement, ça passera par une déclaration que vous pourrez choisir soit mensuelle, soit trimestrielle. Alors, j'insiste quand même, pour les demandeurs d'emploi indemnisés et inscrits à Pôle emploi, choisissez impérativement le mensuel, tout simplement parce que Pôle emploi vous demandera des justificatifs mensuels. Si vous n'êtes pas demandeur d'emploi indemnisé, vous pouvez choisir, on va dire, indistinctement l'un ou l'autre. Pourcentage forfaitaire du chiffre d'affaires. Petit rappel quand même sur ce qu'est le chiffre d'affaires. Monique vous a dit tout à l'heure que l'auto-entrepreneur ne pouvait pas déduire de charges et de frais, tout simplement parce qu'il n'y a pas de comptabilité réelle. Alors, le chiffre d'affaires, c'est tout simplement les encaissements, ce que vous encaissez. Je préfère toujours dire plus encaissement que facturation, parce que parfois on facture, mais on n'a pas toujours encaissé à ce moment-là, ou on encaisse plus tard. Donc, vous devez déclarer vos encaissements. Ce forfait social va comprendre l'ensemble de vos cotisations et contributions obligatoires. Alors, c'est 3 assurances principales. Dans l'assurance dans la santé, il y a l'assurance maladie, alors qui est universelle, hein, là c'est un droit universel, et puis les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie. Alors là, ça sera calculé, on le reverra tout à l'heure, sur la base des revenus déclarés. L'invalidité d'essai, les allocations familiales, et puis la retraite de base et complémentaire obligatoire, auquel s'ajoutera la CSG CRDS. Donc, ce forfait social intègre l'ensemble de ces cotisations et contributions. Et puis, en plus, il y a une contribution à la formation professionnelle qui est un pourcentage qui va dépendre de la nature de l'activité. Alors, ça sera 0,10% pour les commerçants, 0,20% pour les professions libérales et 0,30% pour les artisans. Alors, vous avez un lien aussi pour en savoir plus sur les cotisations sociales qui est disponible sur notre site.
Alors moi, je ferai un petit aparté sur la formation professionnelle parce que qui dit contribution, cotisation, dit droit en face. Donc, si vous cotisez pour la formation professionnelle, ça vous donne un droit lorsque au bout d'une année d'affiliation, quand vous aurez cotisé, vous aurez fait plein de chiffres d'affaires, l'année suivante, si vous créez par exemple début 2023, en 2024, vous pourrez ouvrir un dossier pour cofinancer. Ça ne prendra peut-être pas la totalité de la formation que vous souhaitez faire pour améliorer vos compétences, mais tous les ans, vous avez ce droit ouvert. Si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. Et véritablement, quand on entreprend, en auto-entrepreneuriat, d'autant plus, on a besoin d'acquérir des compétences, notamment du métier de chef d'entreprise. Et donc, ça veut dire que on va combler ces lacunes année après année, mais c'est une stratégie que vous devez mettre en place pour pouvoir vous améliorer. Et ça, vous avez cette cotisation qui sert à ça. Donc, sur le site de l'URSSAF, Alban, ils peuvent imprimer Bien sûr, il faudra nous demander, en fait, nous demander ou passer tout simplement par la plateforme auto-entrepreneur via le site de l'URSSAF. Vous demanderez l'attestation formation professionnelle qui vous permettra d'ouvrir ces droits à formation. Voilà. Et vous avez sur cette attestation l'interlocuteur, puisqu'il y a plusieurs fonds de formation. Ce n'est pas le même pour les commerçants, pour les professions libérales ou pour les artisans. Il y en a trois en gros. Il y a le FIFPL pour les professions libérales, l'AGFIS pour les commerçants et le FAFCA pour les artisans. Voilà. Il vaut mieux demander l'attestation d'abord, comme ça on est sûr de connaître le bon interlocuteur. Exactement. Et ensuite, vous la fournissez, cette attestation, au fonds de formation auprès duquel vous allez ouvrir un dossier pour demander ce cofinancement. Alors, ensuite, il y a la possibilité d'opter pour le versement libératoire de l'impôt. Donc, on a vu un volet social que je vais redétailler un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a aussi la possibilité particulière pour les auto-entrepreneurs de payer leur impôt sur une base forfaitaire en même temps que leur cotisation auprès de l'URSSAF. L'URSSAF reversera au centre des impôts. Ce versement libératoire, d'abord, il y a des conditions. Il faut ne pas excéder un certain seuil de revenus par part de quotient familial. Alors, c'est 25 710 € par part de quotient familial. Donc là, ça dépend si vous avez un conjoint, si vous avez des enfants, etc. Vous pouvez faire des simulations sur le site impôt.gouv.fr. Bon, je vous invite vraiment à faire des simulations parce que ce versement libératoire, qui est une praticité, peut être intéressant, mais peut ne pas être intéressant parce que vous allez payer un pourcentage que vous verrez indiqué tout à l'heure dans un tableau, pourcentage d'impôt fixe dès le premier euro de chiffre d'affaires. Donc, si on a des revenus très faibles et qu'on ne serait pas imposable, il n'est pas intéressant d'opter pour ce versement libératoire. La deuxième chose, c'est le paiement de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, à ne pas confondre avec le centre de formalité des entreprises. Donc, la cotisation foncière des entreprises, elle est due à partir de la deuxième année. Alors, attention, c'est deuxième année civile. Donc, si on s'inscrit en décembre, elle est due pour l'année 2023, donc fin 2023. Donc, attention à ça. Il y a quand même des conditions. On est exonéré, en fait, si on a un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 €. Et puis, il y a un certain nombre d'exonérations aussi sur les natures de l'activité. Il y a beaucoup d'activités artisanales, par exemple, qui sont exonérées. Donc là, vous pouvez retrouver l'ensemble des exonérations sur le site service-public.fr concernant la CFE. Alors, l'ACRE, c'est l'acronyme pour dire l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Alors, l'ACRE, ça s'écrit avec un seul C. Quand vous voyez deux C, c'est que le contenu est trop ancien. Ça s'écrivait comme ça il y a longtemps, il y a plusieurs années. Donc, c'est l'ACRE. Là, vous pouvez y être éligible. Alors, vous voyez, pour bénéficier de l'ACRE, vous devez être dans une des situations suivantes, notamment demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage. Vous pouvez aussi être demandeur d'emploi non indemnisé, mais par contre inscrit depuis 6 mois à Pôle emploi au cours des 18 derniers mois. Vous pouvez aussi y être éligible si vous êtes bénéficiaire du RSA ou si vous êtes jeune de moins de 25 ans, révolu. Il y a tout un tas d'autres situations, d'autres conditions. Sur le site donc auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous trouvez le formulaire et ce formulaire doit être complété lors de la création d'activité. Il y a eu un délai qui a été octroyé de 45 jours. Il n'est plus de circonstance aujourd'hui. Donc, il faut le faire. Même quand il y avait ce délai, nous, on conseillait à l'UAE de le faire le jour même. Le jour où vous créez votre activité, vous créez tout. Vous créez l'activité. Surtout, vous enregistrez bien les PDF
de ce que vous avez à l'écran, du récapitulatif de votre inscription au régime de l'auto-entrepreneur. Et en même temps, vous téléchargez ce formulaire ACRE que vous trouvez très facilement sur le site de l'URSSAF et vous le remplissez et vous l'envoyez du coup. Comme vous aurez créé votre compte sur auto-entrepreneur-ursaf.fr, vous l'envoyez, si je ne me trompe, Alban, via la messagerie de votre compte. Absolument. Voilà, mais faites-le le même jour, sinon vous ne serez pas éligible, enfin, vous ne serez pas dans les clous des délais et donc vous ne pourrez pas bénéficier de cet ACRE. 2 cas sont possibles de refus. C'est effectivement, vous ne devez pas avoir déjà bénéficié de cette aide depuis 3 ans. Si vous aviez déjà créé une entreprise, admettons, il y a 2 ans, et que vous aviez demandé l'ACRE, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et attention, c'est bien entre la fin de l'exonération et la date de création de votre nouvelle entreprise aujourd'hui. Idem, vous ne devez pas être en situation de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation. En fait, il y a un délai encore. Donc, l'idée, c'est que voilà, on ne crée pas des entreprises pour demander l'ACRE et pour recommencer 3 ans plus tard. En fait, voilà, l'idée, c'est vraiment que l'ACRE, elle bénéficie à votre lancement d'activité. Et alors, une chose importante, ne vous jetez pas sur la création de votre activité si vous n'avez pas préparé votre projet. Parce qu'on voit pas beaucoup de gens qui vont très, très vite chercher leur numéro SIRET. Alors, moi, j'imagine ça comme ça. Ce qui est important, ce n'est pas l'assiette. L'assiette, c'est le numéro SIRET. Ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre dans l'assiette. C'est-à-dire, c'est votre projet. Si votre projet n'est pas construit, si vous ne savez pas encore ce que vous allez vendre, à combien vous allez le vendre et vous n'avez pas les éléments de communication, vous allez perdre du temps. Et cette ACRE, comme on va le voir, elle est limitée dans le temps. Donc, elle démarre à partir du moment où vous avez déclaré votre début d'activité. Donc, si vous commencez à facturer à entrer du chiffre d'affaires 1 an et demi après, évidemment, c'est fini. L'ACRE est terminée. Elle a une durée de 4 trimestres civils, mais attention, ça fait 3 trimestres civils selon la date de début d'activité. Il est conseillé de créer en tout début de trimestre civil pour pouvoir bénéficier au maximum des 4 trimestres d'exonération partielle. Donc, vous avez les exemples de dates. Alors, moi, je vais prendre la dernière, c'est l'idéal. Vous créez le 2 avril 2023. Vous aurez le taux réduit appliqué jusqu'au 31 mars. En revanche, si vous créez à la fin du premier trimestre, le 25 mars, vous perdez le taux réduit pendant un trimestre entier. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. On crée plutôt en début de trimestre civil. Et puis, surtout, on crée quand on a son projet prêt, quand son offre est sur le marché et qu'on peut commencer à vendre et à facturer. Sinon, vous perdez ce bénéfice. Donc, voilà les taux qui s'affichent. C'est globalement la moitié. C'est une exonération de 50% des taux dont va vous parler Alban. Alors, à l'issue de cette période d'exonération ACRE, si vous en bénéficiez, ou dès le démarrage de votre activité, si vous n'êtes pas éligible à l'ACRE, eh bien, vous verrez ces taux donc apparaître, vous voyez sur le tableau. Ce sont les pourcentages du forfait social dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce pourcentage va changer et sera différent selon la nature de l'activité. Alors, si on est en vente, en achat-revente, je précise plutôt achat-revente parce que quand on dit vente, tout est de la vente, même si je vous vends un conseil. Non, quand on parle de vente, on parle de acheter un produit et le revendre. Donc, l'achat et la revente de marchandises, c'est un taux de 12,3%. Donc, ça, c'est le taux après en rythme de croisière. Les prestations de services BIC sont à 21,2. Il y a eu une réforme et une réduction des taux de cotisation à effet du 1er octobre 2022. Donc, ces taux de prestations, par exemple, étaient à 22%. Donc, 21,20 pour les prestations BIC. Bénéfices industriels et commerciaux. Les autres prestations BNC sont à 21,10 et puis la particularité pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV sont à 21,20. Là aussi, il y a une autre particularité pour les loueurs meublés de tourisme classés, ils ont un taux à 6%. Et puis, en plus de ce forfait social qui, lui, est obligatoire pour financer votre protection sociale, vous avez le versement libératoire de l'impôt dont je vous ai parlé, qui est une option. Alors, si vous activez cette option, eh bien, vous aurez un pourcentage donc supplémentaire pour l'impôt qui viendra s'ajouter au pourcentage des cotisations sociales. Un exemple, si vous êtes en prestation de service BIC, 21,20 plus 1,7, eh bien, le total sera de 22,9. Alors, vous n'aurez pas à faire ces calculs en réalité parce que ce soit pendant la période d'ACRE avec le taux minoré ou pendant la période de croisière, et éventuellement si vous avez opté pour le versement libératoire,
le système, soit dans votre espace, quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, le système va le calculer pour vous sur l'application mobile et le pourcentage sera appliqué automatiquement avec les bons arrondis. Donc, vous aurez juste à déclarer votre chiffre d'affaires et le montant exact apparaîtra et vous pourrez effectuer le paiement. Alors, au niveau des modalités de déclaration, les déclarations et les paiements doivent être effectués obligatoirement en ligne, donc je vous l'ai dit mensuellement ou trimestriellement. Une des règles et des fondamentaux de l'auto-entreprise, c'est très simple, mais c'est que la déclaration de chiffre d'affaires est obligatoire, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, donc y compris si c'est zéro. Si pendant une période mensuelle ou trimestrielle, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, il est obligatoire de faire votre déclaration et de bien enregistrer zéro. Il faut juste imaginer que pour un organisme comme l'URSSAF, entre ne pas faire sa déclaration et envoyer une déclaration à zéro, c'est évidemment pas du tout la même chose. Donc, pour que votre compte soit à jour et que vous puissiez aussi sortir un certain nombre d'attestations que je listerai tout à l'heure, il faut impérativement que toutes vos déclarations soient effectuées. Une particularité en début d'activité, la première déclaration s'effectuerait au minimum 90 jours après l'immatriculation de l'entreprise. Donc, je vais vous prendre un exemple simple. Là, on a pris l'exemple d'octobre. Si vous inscrivez en octobre, eh bien, les 4 premiers mois, octobre, novembre, décembre et janvier, seront à déclarer en février. Et ça, c'est juste uniquement pour le démarrage de l'activité. Et puis ensuite, en rythme de croisière, toujours si vous êtes en mensuel, eh bien, c'est le mois suivant un mois échu qu'on va effectuer sa déclaration. Donc là, si je continue la logique, en février, pour le mois de février, on le déclarera en mars, et puis mars, on le déclarera en avril, et ainsi de suite. Donc, vous avez toujours un mois entier pour déclarer le mois échu si vous êtes en mensuel ou le trimestre échu si vous êtes en trimestriel. Donc, si vous êtes bénéficiaire d'allocation Pôle emploi, je l'ai dit, il vaut mieux opter pour le mensuel. Alors, le Pôle emploi acceptait les déclarations sur l'honneur pendant cette période de 3 à 4 mois. Bon, aujourd'hui, on a assoupli le système. Il y a une possibilité d'anticipation des déclarations en ligne. Donc, dès la réception de l'attestation d'affiliation de l'URSSAF, donc dès 4 à 6 semaines, vous serez en mesure de pouvoir faire vos déclarations directement sur la plateforme et pouvoir sortir vos justificatifs pour Pôle emploi. Alors, au niveau des modalités de paiement en ligne, eh bien, ça se passe exclusivement sur soit le site internet autoentrepreneur.ursaf.fr où vous allez créer de toute façon un compte qui est indispensable pour gérer vos déclarations, vos paiements, vos attestations et puis les messages éventuellement que vous aurez à nous envoyer, ou l'application mobile qui fonctionne de la même façon, sauf que vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone avec l'Apple Store ou le Play Store. Donc, dès la déclaration de chiffre d'affaires, le montant à payer est à calculer et vous faites le paiement en ligne directement via le site ou l'application. Alors, je tiens à ajouter que quand même, l'application mobile, elle est fantastique parce qu'elle est extrêmement ergonomique, hyper simple. Ça prend 1 minute pour faire sa déclaration. Donc, la bonne pratique, c'est mettre une alarme sur son téléphone. On a des outils extraordinaires aujourd'hui parce que ça permet de ne pas oublier de faire sa déclaration même à zéro et ouvrir l'appli, franchement, 1 minute. Allez, vraiment montre en main, vous ne mettez pas plus de temps, tout est précalculé. Vous mettez juste votre chiffre d'affaires encaissé du mois et hop, ça se fait tout seul. Alors, au niveau de la protection sociale, quelle est la protection sociale qui découle de ces cotisations, puisque ces cotisations servent à générer des droits en protection sociale. Pour les travailleurs indépendants, alors, vous avez 3 interlocuteurs. L'URSSAF, bien évidemment, pour le paiement des cotisations, j'en ai parlé. Pour l'assurance maladie, eh bien, c'est la caisse de l'assurance maladie du régime général des salariés, avec le site Amélie comme site de référence, qui est en charge de la gestion de vos droits santé pour vous et vos ayants droit. Alors, c'est une nouveauté depuis 2019, avec le rattachement en fait, des indépendants au régime général. Les indépendants, auparavant, avaient des régimes qui leur étaient particuliers. Donc ça, c'est pour la santé, assurance maladie, donc vous y êtes
pratiquement tous, donc ça sera linéaire, il n'y aura pas de changement. En ce qui concerne la retraite, eh bien là aussi, compte tenu de l'intégration des travailleurs indépendants au régime général, c'est l'assurance retraite, la caisse de retraite des salariés, qui aujourd'hui gère les droits pour les travailleurs indépendants. Alors, une inquiétude qui n'en était pas une réellement, mais c'est vrai que les indépendants avaient d'autres caisses auparavant, des gens qui ont été salariés un certain nombre d'années qui s'inquiètent du fait de passer en travailleur indépendant. Est-ce que ça impacterait mes droits retraite ou autre? Non, le fait de changer de statut ne change absolument pas les droits, c'est éventuellement de changer de revenu. Et si le revenu, évidemment, n'est plus le même, là, les futurs droits de retraite ne seront pas les mêmes. Donc, ce n'est pas le statut qui impacte les droits de retraite. Alors, il y a une particularité pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV. Donc, il y a une liste encore d'activités. Bon, on ne va pas tous les énumérer, hein, mais par exemple, les architectes ou les ostéopathes, etc. Vous avez la liste en dessous qui dépendent de cette caisse particulière qui est la CIPAV. Alors, vous ne payez pas de cotisation à la CIPAV, hein, vous payez toutes vos cotisations à l'URSSAF, mais pour la partie retraite, eh bien, pour ces activités-là, c'est la CIPAV qui est votre interlocuteur retraite. Moi, j'ajouterais juste une chose, c'est que les cotisations sociales sur le premier interlocuteur, donc c'est l'URSSAF, et n'oublions pas que c'est pour financer notre système de solidarité, en fait, de gestion de notre protection sociale à tous. Donc ces cotisations, elles ont du sens, elles permettent à tous d'être soignés en fonction de ses besoins et pas en fonction de sa cotisation. La deuxième chose, c'est l'assurance maladie. Quand vous allez donc créer votre entreprise et vous allez générer vos revenus qui vont dépendre de votre capacité à travailler. Et c'est vous seul qui allez la porter, cette capacité. Donc, si vous avez un accident ou une maladie qui survient, imaginons que vous ayez l'année prochaine 15 jours d'hospitalisation, 3 mois d'arrêt où vous ne pouvez vraiment plus exercer votre activité indépendante, ce n'est pas au moment où vous allez avoir l'accident ou la maladie qu'il va falloir se poser la question de ce qui se passe sur votre compte bancaire. Lorsque vous avez été salarié, si vous l'avez été précédemment, c'est l'employeur qui s'occupait de construire votre protection complémentaire, c'est-à-dire les indemnités journalières, ce qui vient sur votre compte en banque lorsque vous êtes malade ou accidenté. Et ça s'appelle la prévoyance. Donc ça, c'est à vous de savoir ce qu'il en est. Mais pour ça, il faut d'abord aller, avant de signer quoi que ce soit comme contrat de prévoyance privée, il s'agit d'abord d'aller à la sécurité sociale. Alors, soit vous posez la question sur Amélie, ou soit, moi, je vous conseille de vous déplacer. Il y a des bureaux d'assurance maladie partout, et d'aller rencontrer un interlocuteur, d'abord pour avoir un interlocuteur à la caisse primaire d'assurance maladie, et puis pour demander, dans votre cas, qu'est-ce qui se passera, quel sera le montant chaque jour que vous aurez sur votre compte bancaire si vous ne pouvez pas travailler. Et en fonction de ça, vous allez souscrire une assurance complémentaire pour poser une brique, pour avoir ce qu'on appelle un revenu de remplacement. Alors ça s'appelle de la prévoyance, moi j'appelle ça de la prévenance envers vous-même et envers vos ayants droit et votre famille, puisque quand vous allez être dans l'incapacité de travailler, il n'y a pas de revenu qui rentre. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez ce revenu de remplacement. Extrêmement important. Et dernière chose pour la retraite, faites tous les ans, allez sur le site de l'assurance-retraite.fr et faites votre relevé de carrière et vérifiez tous les ans que vous avez bien, déjà précédemment dans vos emplois précédents, que vous ayez bien effectivement vos salaires et vos revenus qui soient bien enregistrés, et y compris pour votre activité indépendante, que tout soit bien au carré chaque année. On remet plutôt le slide précédent, que ça soit plus parlant pour les gens, parce qu'à part les activités CIPAV, sinon la majorité sont sur ce modèle-là. Pour qu'il y ait vraiment pas de doute dans votre esprit, je reviens et je complète ce que tu as dit, Monique, pour l'assurance maladie. Il faut bien distinguer quand même deux choses. Sur l'assurance maladie, il y a la couverture de base. La couverture maladie, elle est universelle. Donc, vos remboursements, un médecin, un médicament, hôpital, analyse, ça, vous avez auto-entrepreneur ou n'importe quel statut et quel que soit le revenu, la couverture est la même pour tout le monde. En revanche, pour les indemnités journalières en cas d'arrêt maladie, ça sera la base du revenu calculé sur la moyenne des 3 dernières années. Donc là, il peut y avoir des grosses différences. Et pour la retraite, c'est la même chose, hein, comme je le disais, c'est la base du revenu qui sera déclaré, qui viendra générer des droits de retraite. Et on va sortir une idée reçue qu'on voit souvent, on peut lire que les auto-entrepreneurs n'ont pas de retraite. Si, mais il y a une retraite s'il y a du chiffre d'affaires encaissé et donc de la cotisation. Ce n'est pas magique. Hein. Voilà.
Alors, la sortie du dispositif, c'est-à-dire qu'on peut démarrer une activité d'auto-entrepreneuriat et puis on peut sortir. Alors, il y a 2 modes de sortie du dispositif. Il y a soit on sort parce qu'on arrête l'activité, ou soit on sort parce qu'on poursuit l'activité, mais que l'on va changer de statut, en fait. On va passer dans une autre forme de statut. Donc, soit c'est effectivement, si on développe son activité, ben on va basculer volontairement dans ce régime réel, on va être entrepreneur individuel au réel. On ne sera plus sous la simplification, effectivement, de l'auto-entrepreneuriat et du paiement des cotisations au pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. Ça sera un autre mode de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le régime réel d'imposition. Ou soit, si vous n'avez pas fait la démarche volontairement, donc préparer les choses, rencontrer après des experts pour pouvoir faire ce changement, passer en société ou en entreprise au réel, soit c'est parce que vous avez dépassé les seuils de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Donc, si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, vous serez informé par une lettre recommandée, effectivement, en AR avec accusé de réception, et vous aurez 1 mois pour soit le contester, ou soit, de toute façon, si vous ne le contestez pas, vous passerez effectivement d'office au régime réel. C'est pour ça que c'est important de tenir son tableau de bord de son activité pour ne pas attendre que le dépassement du seuil, il ne faut pas le subir. C'est une très bonne nouvelle si vous dépassez les seuils, mais ça se prépare. Ça se prépare. Il y a le premier seuil de passage à la TVA et après, il y a le deuxième seuil de dépassement du chiffre d'affaires du régime de l'auto-entrepreneur. Mais ce ne sont que des bonnes nouvelles. Mais ça se prépare. Tout comme la création se prépare, le dépassement des seuils se prépare. Et ensuite, si le business que vous avez lancé ne fonctionnait pas, vous avez un chiffre d'affaires qui est à 0, déclaré évidemment à 0 pendant 24 mois pour éviter d'avoir des pénalités, consécutifs ou 8 trimestres civils consécutifs, alors vous êtes prévenu par courrier aussi, le mois ou le trimestre précédent, et vous êtes radié donc, de votre compte auto-entrepreneur à l'URSSAF. Ensuite, il y a une cessation d'activité que vous pouvez faire, enfin que vous devez faire de toute façon, même si vous avez une radiation automatique de votre compte auto-entrepreneur, il faudra que vous fassiez une cessation d'activité sur le site formalitéentreprise.gouv.fr que l'on a vu tout à l'heure, le seul site unique pour faire vos formalités, et vous allez établir une déclaration de cessation d'activité et c'est gratuit, il n'y a rien à payer pour stopper une auto-entreprise, là encore. Peut-être quelque chose à ajouter, Alban ? Non, je voulais bien insister sur le fait que si jamais vous ne faites pas de chiffre d'affaires et que donc vous recevez cette notification de l'URSSAF de radiation administrative, il faudra quand même impérativement faire votre cessation pour que l'INSEE soit informé, le Centre des impôts, Caisse retraite santé, mais surtout l'INSEE pour que votre entreprise soit radiée. On est quand même souvent sollicité par des personnes qui ont en fait laissé leur auto-entreprise traîner comme ça et puis ils se rendent compte au bout de 2, 3 ans, 4 ans qu'elle est toujours inscrite à l'INSEE. Donc voilà, pour être bien en règle et bien carré et pas avoir de mauvaise surprise un certain temps, bien faire vos formalités. Alors, au niveau des services en ligne, on va aller quand même assez vite parce qu'on veut vous laisser nous poser des questions. Mais les services en ligne, ça passe. J'en ai déjà parlé, mais je répète quand même, par l'application, soit le site internet, soit l'application mobile, pour effectuer vos déclarations, vos paiements. Vous aurez aussi les indications des dates de déclaration et de paiement. Téléchargez toutes les attestations, alors l'attestation affiliation, l'attestation fiscale, l'attestation de vigilance qui vous sera probablement demandée, qui atteste que vous êtes à jour de versement, de déclaration et de cotisation, l'attestation de chiffre d'affaires et aussi l'attestation, Monique, tu en as parlé, de la contribution à la formation professionnelle pour vous faire financer des formations, pour aussi sortir des relevés de situation comptable. Et puis, toujours via cette application, les échanges avec l'URSSAF via la messagerie. La messagerie reste quand même le circuit numéro 1 d'échange avec nous. En premier lieu, quand vous avez une question, on va dire, de premier niveau, une question simple, on passe par les messageries, d'abord pour voir si le problème se résout par ce circuit. Oui, et ça fonctionne très bien. Alors, par contre, évidemment, la réponse n'est pas instantanée, parce que nous, parfois, on reçoit des... J'ai écrit à l'URSSAF, mais ils ne m'ont pas répondu. Mais vous avez écrit quand? Tout à l'heure. Non, enfin, il faut quand même laisser le temps que le message arrive et qu'effectivement, sous 48 heures, en général, il y a une réponse. On répond, l'écrasante majorité des messages, on répond sous 48 heures. Oui, c'est ça. Alors, l'accompagnement, donc personnalisé pour les créateurs d'entreprise et les employeurs pour leur première embauche, et puis les accueils communs pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, l'accompagnement aussi des entreprises en difficulté tout au long de la vie de l'entreprise,
il ne faudra pas hésiter à vous manifester auprès de nous. Et j'ai envie de dire, dès la première petite difficulté, on a un peu le syndrome, ce syndrome du chef d'entreprise, la solitude du chef d'entreprise. Il ne faut pas se laisser déborder, il faut aller impérativement solliciter les organismes, entre autres l'URSSAF. Dès que vous commencez à avoir la première difficulté, plus vous manifestez tout, un peu comme pour la santé d'une personne, hein, la santé de l'entreprise, c'est un petit peu la même chose. Plus on se manifeste dès les premiers symptômes, plus on va pouvoir trouver des solutions rapides et efficaces. Donc, ne pas laisser traîner les difficultés. Non, c'est vrai. Et puis, il y a véritablement un accompagnement quand on a un problème. Et il y a des solutions qui sont trouvées par les conseillers de l'URSSAF, véritablement. Et c'est encore une histoire de prévenance envers vous-même. C'est pas rester avec des angoisses et des problématiques à pas résoudre. Parlez-en. Et il y a toujours des solutions qui se trouvent. Alors, toujours dans le thème de l'aide et de l'accompagnement dans les difficultés, bon, on vous donne cette information-là. Normalement, elle n'est pas propre aux créateurs d'entreprise parce qu'on est sur des problématiques avec des entreprises qui seraient en grande difficulté, mais il faut savoir que ça existe parce que, je ne vous le souhaite évidemment pas, mais ça peut vous arriver. Il y a l'action sociale de l'URSSAF qui sur dossier, hein, si on est en grande difficulté, eh bien, on va pouvoir faire une demande en joignant tout un tas de justificatifs pour bénéficier d'un certain nombre d'aides. Alors, principalement auprès de l'URSSAF, ça va être une prise en charge de cotisation. L'idée étant de maintenir l'activité et de sauver, entre guillemets, l'entreprise. Au niveau des contacts, vous aurez la possibilité, bien évidemment, d'échanger avec nous. Donc, je l'ai dit en premier lieu, le circuit numéro 1, c'est la messagerie, mais aussi, et ça marche très bien, particulièrement avec le contexte Covid, on l'a mis en place et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très bien rodé, ce sont les rendez-vous par téléphone ou en visio, où vous choisissez le jour et l'heure du rendez-vous, et là, vous avez un agent qui vous rappelle à ce moment-là. Alors, petit conseil quand même sur les prises de rendez-vous téléphone et webcam, préparez-les aussi, c'est-à-dire mettez-nous le maximum d'informations dans le rendez-vous, enfin dans la prise de rendez-vous, pour que l'agent qui va vous rappeler sache de quoi on parle. Plus vous mettez d'informations, plus il aura pu préparer à l'avance. Et puis, il reste aussi, bien évidemment, quand même les rendez-vous en présentiel dans les 9 centres d'accueil de l'URSSAF Île-de-France. Bon, après, on va essayer de réserver le présentiel sur les cas quand même difficiles ou alors des cas où on a tout simplement besoin d'avoir une personne en face de soi ou de poser des documents sur une table. Voilà, on va dire trois niveaux, la messagerie, les rendez-vous téléphoniques ou visio et puis le présentiel. Et enfin, pour avoir encore plus d'informations, alors le site URSSAF, je le précise ici, normalement, il ne vous concerne pas, mais évidemment, il existe, il est très important. Le site généraliste URSSAF concerne tous les employeurs et les entrepreneurs qui ne sont pas auto-entrepreneurs. Donc, ce site-là ne vous concerne pas. Je le dis parce que parfois, on a des auto-entrepreneurs. J'ai essayé de me connecter sur le site URSSAF, ça ne marche pas. Non, et vous devez, vous, utiliser le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Et puis, sur les réseaux sociaux, alors la chaîne YouTube où on a beaucoup de vidéos disponibles, des tutos ou des conférences sur à peu près tous les thèmes. Donc, n'hésitez pas à y aller et à regarder ces vidéos sur les thèmes qui vous intéressent et qui vous concernent. Les comptes Twitter, LinkedIn, Instagram et TikTok. Là, on est plus sur soit les informations réglementaires, les nouveautés et les lives sur les événements nationaux. Et vous êtes sur TikTok depuis peu de temps. Et on est sur TikTok. Alors, concernant les services en ligne de l'UAE, vous voyez, cette spirale, c'est notre outil de travail pour vous, en fait, pour que vous compreniez bien dans la préparation de votre entreprise, de votre création, de votre activité, qu'il y a 4 grandes étapes. Tout d'abord, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous commencez à vous informer. Donc, il va s'agir de décrypter les choses, de comprendre dans quel environnement vous arrivez. Souvent, on n'a été que salarié ou on n'a encore pas eu d'activité et donc on découvre un peu tous les acronymes, tout voilà. Donc là, on est là pour vous aider à comprendre et puis surtout vous sensibiliser aussi à cette protection, que ce soit la protection pour compléter vos soins, que ce soit la protection pour compléter vos revenus de remplacement, les indemnités journalières, que ce soit pour protéger votre activité avec une assurance responsabilité civile de votre activité.
ou pour vous protéger aussi de tout ce qui peut être la cybercriminalité, puisque ça n'arrive pas qu'aux grosses entreprises, ça arrive aussi aux tout petits. Ensuite, la deuxième partie, c'est avoir confiance en son offre et valider son projet, c'est-à-dire définir ce que l'on va vendre, cibler sa clientèle et à partir de là, on peut commencer à envisager de créer son activité et de se déclarer et de créer son numéro SIRET. Pas avant. Parce que tant que vous ne savez pas ce que vous allez mettre sur un site web, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, là, à partir de là, vous allez pouvoir communiquer et puis vendre, faire votre travail avec vos clients, trouver vos clients, vendre et ensuite passer à l'étape la plus sympa, hein, c'est quand même d'établir ses factures et d'encaisser. Et effectivement, c'est ce qui va vous permettre de devenir plus autonome. Donc, l'UAE vous accompagne dans tout ce parcours, en fait. Donc, vous pouvez, dès que vous adhérez pour une année entière, de date à date, vous avez une formation qui vous est offerte à l'entrée. Donc, en général, ça se passe le vendredi matin, de 10h à 13h, ou le samedi matin pour ceux qui sont encore salariés et qui travaillent. Vous avez ensuite un rendez-vous mensuel en ligne. Donc, tout se passe en ligne. La formation est en ligne. Le rendez-vous mensuel est en ligne tous les deuxièmes lundis du mois à 18h. Tout le monde se réunit. On fait des sous-groupes selon les thèmes, les territoires, les métiers. Voilà, et tout le monde se parle et on vous écoute surtout pour savoir quels sont vos besoins. Bon, des tarifs privilégiés, évidemment, sur tout un tas de partenaires que nous avons. Et puis, la défense de vos droits sociaux. Parce que il faut faire entendre votre voix en tant qu'indépendant, mais c'est surtout que vous pouvez avoir des problématiques avec des administrations, avec les caisses de sécurité sociale, voilà. Et au lieu de rester tout seul dans votre coin, en fait, vous allez nous en parler et puis on va effectivement essayer de débloquer des situations et c'est ce qu'on arrive à faire parce que vous n'êtes pas seul quand il y a un problème avec une administration ou un problème avec un territoire, eh bien, vous êtes plusieurs à avoir le même problème. Donc, on arrive, nous, effectivement, en faisant remonter les choses, à vous aider. Donc pour ça, on a un programme de plusieurs types de formations que vous retrouverez sur notre site, le programme Réussite, pour pouvoir vous lancer par étape par étape. Pas tout faire en même temps, mais le faire vraiment en fonction de vos besoins et de votre démarrage d'activité. Et enfin, vous trouverez donc tout sur le site. Alors, vous voyez, l'UAE, c'est une équipe. Vous avez quelques membres de notre équipe en marinière. Pourquoi une marinière? Parce qu'on constitue un équipage qui va vous accompagner. Et puis, vous avez une brochure où vous pouvez télécharger tous nos partenaires, dont effectivement l'URSSAF. Nous sommes partenaires et nous vous informons ensemble comme aujourd'hui. Donc, vous trouvez le site de l'UAE, évidemment, les réseaux sociaux, bien sûr, auxquels je vous invite à vous abonner, de telle sorte que l'on vous retrouve et que vous suiviez les actualités riches de notre association. Voilà, nous arrivons à la fin et donc nous allons vous écouter. Ça va être à vous de parler. Je vais arrêter le partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et aucune question n'est stupide. Elle sert à tout le monde. Alors, qui prend la parole? Léa, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Absolument. Oui, j'avais une petite question sur la question de la protection. En fait, le fait que on met en jeu nos biens personnels, c'est quand même une question qui est un peu inquiétante. Je voulais savoir un peu les dispositifs. J'ai vu qu'il y avait une assurance à 10 € chez Groupama. Enfin, voilà, je voulais savoir un peu quels étaient vos conseils sur ce sujet, sur des activités. Par exemple, moi, je suis architecte. Je pense qu'il peut y avoir des gros contentieux. Voilà, donc ça m'inquiète. Alors, je commence, tu finiras, tu compléteras, alors? Oui, comme vous. En fait, déjà, première chose, le statut a évolué et donc depuis la loi indépendant, à partir du moment où vous créez, depuis le 15 mai de mémoire, vous avez une protection de vos biens personnels, c'est-à-dire qu'il y a une différenciation entre vos biens personnels et vos biens professionnels. Donc, vos biens personnels ne sont plus engagés. Alors, dans le cas où vous avez un arrêt d'activité, où mais par contre, évidemment, il ne faut pas que vous ayez des dettes volontairement contractées. C'est véritablement, si c'est une erreur de gestion, là, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, quoi qu'il vous arrive, et si vous êtes bien protégé, évidemment, avec une RC professionnelle, avec une protection juridique incluse la plupart du temps, voilà. Mais les biens du travailleur indépendant, désormais, sont protégés. C'est bien personnel. Ah, d'accord. D'accord. Alors, pour compléter et pour vous rassurer et quand même pour vous donner une information importante sur le volet social, bon, quand on est auto-entrepreneur, normalement,
on est quand même relativement protégé parce que n'ayant pas de compta, on n'est pas censé générer de la dette. Donc, j'ai envie de dire qu'au pire, on est à zéro. Donc, pas trop d'inquiétude là-dessus. En revanche, il faut savoir que ça s'applique à tous les travailleurs indépendants. Quand on parle de la protection des biens personnels, la dette sociale, en revanche, s'il y a une dette sociale, une dette de cotisation, elle est toujours due par la personne physique, qu'on soit en auto-entreprise, même si je l'ai dit, c'est quand même, normalement, on n'est pas censé générer de la dette en auto-entreprise ou en société, les cotisations sociales resteront toujours dues. Et fiscales. D'accord, merci beaucoup, c'est bien noté, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfait. Oui, voilà. En fait, moi, j'ai déjà été auto-entrepreneur, donc avec une cessation d'activité en 2016, et maintenant, je compte me réinscrire là, soit en fin d'année, soit en janvier, pour une autre activité. Donc, je voulais savoir, parce que je suis allée justement sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF, et il faut que je dise en fait que j'ai déjà été immatriculée en tant que travailleur indépendant. C'est bien ça et enfin, si je ne me trompe pas et on me dit, vous devez utiliser votre ancien compte en ligne. Donc je n'ai pas très bien compris là, en fait. Oui, alors bon, là, on est au cœur d'une réforme parce qu'aujourd'hui, les formalités passent à l'INPI avec le site que tu as présenté, Monique. Donc, effectivement, sur notre interface, on vous pose la question que vous devez cocher. Oui, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez recréer votre nouvelle auto-entreprise, le numéro de sirène qui va ressortir, ça sera le même, puisque le sirène, vous était rattaché en tant que personne physique. Néanmoins, vous pouvez tout simplement aller faire votre démarche. Si vous êtes correctement radié, hein, je ne sais pas, je n'ai pas le oui, compte, oui, j'étais en évidemment, principe, j'étais correctement radiée. Oui, voilà, j'avais fait. Ouais. c'est-à-dire pas une personne qui était radiée suite à non-déclaration de chiffre d'affaires. Si la formalité de radiation avait été correctement enregistrée, vous pouvez tout simplement aller sur le site de l'INPI et faire la nouvelle immatriculation. D'accord, donc je passe par le site de l'INPI. Oui, par le site formalité.entreprise.fr et vous aurez une question à un moment qui vous demande si vous avez déjà été travailleur non salarié. Et là, vous mettrez oui. D'accord, ok. Merci beaucoup. Une autre question? Profitez-en, hein. C'est le moment de poser les questions. On a encore 5 minutes alors. Paty. Oui, bonjour. J'ai une question peut-être naïve de terminologie. Mais je me demandais juste s'il y avait une différence entre le terme auto-entrepreneur et travailleur indépendant. Alors, oui, il y a une différence parce qu'on ne parle pas de la même chose. Travailleur indépendant, c'est vraiment un terme général qui va concerner toutes les personnes qui sont leurs propres employeurs en réalité. Donc, ça concerne les entreprises individuelles qui peuvent être soit au régime micro, donc les auto-entrepreneurs, soit au régime réel aussi, avec une comptabilité réelle, et les gérants de société. Toutes ces personnes sont des travailleurs indépendants. Voilà, donc c'est le groupe général. Et puis les auto-entrepreneurs, là, c'est une particularité. Ce sont parmi les indépendants des entrepreneurs individuels au régime fiscal de la micro-entreprise. D'accord, je vous remercie. En fait, souvent, indépendant, c'est donc à son compte. Et quand on dit les indépendants, quand vous voyez les indépendants, c'est souvent aussi ceux qui sont solos, c'est-à-dire qui n'ont pas de salariés, non employeurs. Il y a plusieurs utilisations du terme. En fait, le principal à retenir, c'est ça, c'est que l'indépendant, le travailleur indépendant, c'est celui qui est à son compte. Très bien, je vous remercie. Quel que soit le régime, quel que soit le statut. C'est plus clair, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai une question concernant la cotisation foncière des entreprises. Est-ce que celle-ci est due même si on travaille depuis chez soi? Absolument. Ça s'appelle un coin de bureau dans le langage fiscal. Vous occupez un coin de bureau. En fait, la cotisation foncière des entreprises, elle est votée par le conseil municipal de chaque commune. Historiquement, c'est pour donner des services aux entreprises qui s'installent dans une commune. Et donc pouvoir, alors aujourd'hui, quand une entreprise s'installait il y a des années, évidemment, il y a 30 ans par exemple, c'était souvent une industrie, une usine, un supermarché. Donc les cotisations, dans certains villages, parfois, étonnamment, peuvent être très élevées. C'est pour ça qu'il faut que vous alliez rencontrer le service développement économique de votre commune ou le service des impôts des entreprises, puisque c'est eux qui la collectent, pour savoir de combien elle est. Il n'y a pas de cartographie, elle n'est pas du même montant partout. Donc, vous allez aller
Et lorsque vous êtes, par exemple, en profession libérale et que vous travaillez depuis chez vous, c'est-à-dire que vous posez votre ordinateur sur le fameux coin de bureau et vous faites vos devis, vos factures, mais vous exercez ailleurs ou vous exercez juste en ligne, en fait, vous la devez quand même, oui. C'est vraiment, par exemple, mais il faut savoir que c'est toujours pareil. Quand on cotise, on a un droit en face. Alors, il faut aller le chercher parfois, le droit. C'est-à-dire qu'il faut se faire connaître auprès de votre mairie pour dire, voilà, moi, j'ai créé une entreprise, j'habite à tel endroit, je vais donc m'acquitter de la cotisation des foncières des entreprises l'année prochaine. En revanche, je n'ai pas la fibre. J'ai besoin de la fibre pour travailler. Merci de m'inscrire sur les listes prioritaires. Voilà. C'est par exemple, aujourd'hui, c'est la principale demande des travailleurs indépendants, c'est d'avoir un accès Internet parce qu'on travaille à distance et qu'on a tous besoin d'Internet. Donc, Je vous ai n'hésitez mis pas. la fiche sur le site service public concernant la CFE, je vous l'ai mis dans le chat. Oui. Et n'hésitez pas à vous faire connaître, à aller à la mairie et aller d'ailleurs souvent, parfois on peut découvrir aussi qu'il y a des services particuliers ou des avantages qui sont mis à disposition par la commune, par exemple. D'accord. Et cette cotisation, je crois qu'on ne la paye pas la première année, hein, c'est bien ça? Non, pas la première Ok. année. Si vous créez demain matin, vous la paierez l'année prochaine. Oui. En fait, Oui, elle oui, est c'est année appelée civile. exactement. Elle est appelée par les impôts en octobre et puis elle est à payer Pour au l'année 15 en cours. décembre de chaque année. D'accord. Merci. De rien. Une dernière question? Peut-être juste, oui, refaire le point sur, si possible, la différence avec du coup l'EI et l'EIRL, les avantages à rester en auto. Le IRL n'existe plus, justement, pas depuis que le mal. nouveau statut ont des fusionné. indépendants. Voilà. En fait, maintenant, le IRL, ça voulait dire entreprise individuelle à responsabilité limitée. Aujourd'hui, l'EI, donc l'entreprise individuelle, c'est le statut sous lequel vous allez entreprendre, si vous entreprenez en auto-entrepreneur, elle est forcément à responsabilité limitée maintenant, de fait, pour tout le monde. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions? On a encore une minute, un petit peu de temps pour une dernière. Oui, s'il vous plaît, j'aurais une question par rapport à la chiffre d'affaires. Par exemple, si pendant un trimestre ou 2 trimestres, on n'a pas de chiffre d'affaires, est-ce qu'on a toujours le bénéfice de l'assurance maladie, de l'assurance retraite? Oui, alors je réponds rapidement. Si pendant une période, en tout cas jusqu'à 2 ans, on l'a dit, hein, vous pouvez avoir une auto-entreprise et ne pas avoir de chiffre d'affaires. Donc, il faut bien faire vos déclarations à zéro, ça c'est très important. Au niveau de la couverture maladie, elle est universelle, donc on en bénéficie toujours. La couverture maladie ne change pas. En revanche, pour la retraite, eh bien là c'est différent parce que c'est un droit propre qui va être déterminé sur la base du chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Donc, ça sera quand même sur l'année. Donc, vous pouvez ne pas déclarer de chiffre d'affaires pendant 3 trimestres. Et puis, si le 4e trimestre, vous déclarez, enfin, selon la nature de l'activité, un chiffre d'affaires suffisant pour valider vos trimestres de retraite, il n'y aura pas de souci. Mais sur l'année, il faut avoir un chiffre d'affaires minimum selon la nature de l'activité pour valider vos droits retraite. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, en revanche, une année, par exemple, où il n'y a aucun chiffre d'affaires pour un auto-entrepreneur, là, il n'y aura pas de validation de droits retraite. Non, c'est Et comme il n'y aura pas validation du trimestre non plus? Ah non. Ben non. Si vous ne cotisez pas, il n'y a pas de droit. Ouais. C'est le principe. C'est comme quand vous êtes demandeur d'emploi, vous bénéficiez toujours, comme l'a dit Alban, c'est universel, l'assurance maladie, mais en revanche, la retraite, c'est individuel. C'est selon ce que vous cotisez. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous ne cotisez pas à la retraite. Vous êtes Si, mais on comptabilise les Alors, c'est pas trimestres. pareil. Voilà, le compteur des trimestres tourne, mais il n'y a pas de droit attaché. Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas parce qu'on a un nombre de trimestres qu'on a des droits attachés. Il faut faire du chiffre d'affaires où il faut avoir un revenu, quel qu'il soit, pour pouvoir avoir des cotisations retraite qui tombent après. Ce n'est pas magique. Par contre, c'est vrai que les soins, toute la partie sécurité sociale, la partie prise en charge de ces soins, c'est universel parce que tout le monde cotise. C'est les cotisations de tous qui permettent la redistribution des soins possibles pour tout le monde, quel que soit son niveau de revenu. Mais pas la retraite. Ça, on ne peut pas tout faire. Ce n'est pas magique. Enfin, on peut croire au Père Noël, mais là, non, quand même si c'est bientôt Noël. Mais voilà. Mais Non, moi, je parlais du nombre de trimestres, s'il est comptabilisé, même s'il n'y a pas de chiffre Oui. d'affaires. C'est pas de chiffre d'affaires, non.
Non, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, non, il n'y a que quand vous êtes En demandeur. revanche, on peut valider 4 trimestres dans une année, même si on a déclaré qu'un trimestre en tant qu'auto-entrepreneur, mais que le montant est suffisant pour valider. Ça va être la somme du chiffre d'affaires pour l'année civile. Par exemple, on peut donner un exemple. Oui, En donne un prestation exemple. libérale, il faut que vous ayez fait quasiment 10 000 euros de Ouais. chiffre d'affaires, donc encaissé. Il faut que vous ayez encaissé pour 10 000 euros de recettes pour avoir droit à vos 4 trimestres en activité libérale. Voilà. D'accord, donc ça dépend de la chiffre d'affaires. Voilà, moi, j'ai pour habitude de dire, fixez-vous l'objectif du chiffre d'affaires à atteindre. Parce que c'est bien de se mettre un peu, de se challenger, de se mettre des objectifs. Si vous mettez comme objectif, vous préparez bien votre projet et vous mettez comme objectif, je vais avoir mes 4 trimestres de retraite à la fin de l'année, il faut que je fasse ces 10 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et ça motive. Pendant Pendant toute l'année. l'année. Oui, exactement. D'accord, merci beaucoup. J'ai encore une toute petite question, je ne sais pas si on m'entend. Allez, la dernière question. Oui, par rapport aux demandeurs d'emploi qui sont indemnisés et qui prennent donc le statut d'auto-entrepreneur, qui continuent donc en quelque sorte à être indemnisés s'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Vous voyez, est-ce que dans ce cas-là, les cotisations à la CNAF, à la retraite, continuent? Non, alors, comme l'a dit Monique, le demandeur d'emploi indemnisé, c'est un statut qui est intermédiaire parce qu'il y aura des trimestres qu'on va appeler, c'est validé mais pas cotisé. Donc oui, là, il y a des droits quand même retraite en termes de validation de trimestre, mais en revanche… oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y a pas de voilà. revenus de salaire. Mais par contre, je prolonge quand même votre question, c'est que si vous êtes indemnisé, qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ça ne change pas votre indemnisation pour l'emploi. En revanche, dès lors que vous allez avoir du chiffre d'affaires, vous allez le déclarer aussi à Pôle emploi. Et Pôle emploi va vous faire un calcul différentiel entre ce que vous avez déclaré comme chiffre d'affaires et le calcul de vos indemnités. D'accord. En fait, il faut bien différencier l'indemnisation et la cotisation. Une indemnisation, c'est un montant que vous recevez parce que vous avez cotisé précédemment. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est une assurance. Voilà. Par contre, pour avoir des droits, il faut à nouveau cotiser. Donc, il faut rentrer des revenus, des recettes, un salaire pour pouvoir avoir après des droits à la retraite. Oui, en fait, le calcul des trimestres, validation des trimestres, ça sert quand même quelque part dans le calcul de la retraite au final. Ce n'est que le moment, enfin, tel qu'elle est aujourd'hui, le calcul de la retraite. Ce n'est que pour que vous ayez le nombre de trimestres pour avoir droit de partir à la retraite. Il faut que c'est le compteur, en fait. Moi, j'appelle ça le compteur qui s'augmente. Mais ça n'augmentera pas votre droit, le montant que vous percevrez de pension de retraite. D'accord, merci. Eh bien, voilà, je pense que nous avons fait le tour. Merci à tous de votre attention. Vous avez été tous très, très studieux. Merci beaucoup. Merci. Et on est à votre disposition, tant Alban que moi. Voilà, vous nous retrouvez sur les sites de l'URSSAF et sur le site de l'UAE. Et n'hésitez pas, prenez contact avec nous par LinkedIn. Enfin voilà, on est vraiment disponible pour vous accompagner dans vos projets. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci.
Allemand, tu es toujours là? Ouais, je suis là, j'attends. Ça y J'attendais est. que tout le monde parte. Et je les ai fait sortir parce qu'ils ne partaient pas. Bah oui, je me doutais que tu avais la main pour les éjecter. Ils ne partaient pas, il y en avait une bonne dizaine, je les ai enlevés les uns après les autres. Ah ouais, d'accord. Écoute, Pourtant, attends, je vais stopper l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement, normalement c'est bon. Puis il arrive, vous recevrez un coup la notification. l'enregistrement, tu peux couper un peu le début, un peu la fin, non? Ou Oui, c'est je peux couper. bloc? Ouais. Après l'arrêt, vous recevrez un courrier de notification. Arrêtez l'enregistrement.